Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pédagogique. Beaucoup de membres du Discord et des commentaires YouTube me l'ont demandé d'expliquer, sans rentrer dans l'hyper détail bien sûr, les indicateurs techniques que nous utilisons au quotidien dans la vidéo des rois du marché et des rois du Bitcoin. Alors c'est très simple, un indicateur technique ne prédit bien évidemment pas l'avenir ou n'anticipe pas une direction de prix. Les indicateurs magiques n'existent pas, quels qu'ils soient. Je les ai cherchés pendant des années, malheureusement je ne les ai jamais trouvés. Donc je pars du principe et du constat, en écoutant la grande majorité, que ces indicateurs techniques magiques ou des martingales n'existent malheureusement pas. Néanmoins, on peut très bien s'en inspirer ou les regarder, essayer de les comprendre et les analyser pour éventuellement encadrer un investissement, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou le long terme. C'est également utilisé énormément dans l'analyse technique pour encadrer des setups de trading. Et des traders, vous en connaissez probablement, des range traders, des traders de tendance, des traders de contre-tendance, des scalpers, des day traders ou des intradés. Tout ça, en fait, se repose et regarde des indicateurs techniques pour pouvoir encadrer leur setup de trading, tout simplement, et les répéter dans l'infini et inlassablement, bien évidemment. Donc on va prendre une petite vidéo, voilà, une vingtaine de minutes pour expliquer tous ces indicateurs techniques. J'espère que ça aidera le plus grand nombre de la communauté. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Aujourd'hui, on est plus de 4000, ça fait 3 mois que nous avons créé la chaîne, c'est juste incroyable. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie que j'utilise moi depuis plusieurs années qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un petit Google Doc que je vous mets à disposition gratuitement. Le lien sera dans la description au niveau du Discord et après dans l'onglet documentation directement sur le Discord. N'hésitez pas à la lire, à vous en imprégner, pourquoi pas vous en inspirer pour que vous aussi vous puissiez de votre côté créer une stratégie d'investissement court, moyen ou long terme. On passe tout de suite sur le Bitcoin. On peut passer sur n'importe quel cryptoactif ou n'importe quel actif traditionnel, que ce soit sur des valeurs technologiques du S&P 500 ou du Nasdaq, que ce soit des valeurs du CAC 40 ou du DAX, ou etc. ou des valeurs asiatiques bien évidemment. Mais on va utiliser le Bitcoin comme ça c'est plus sympa. Et la chaîne s'appelle les rois du Bitcoin. On y va. J'utilise dans un premier temps le MACD. Alors le MACD c'est très simple. Vous allez chercher dans les indicateurs techniques. Vous mettez le MACD. MACD, et vous prenez le premier, hein, c'est assez simple. Moi j'utilise le plus simple, d'accord. Je ne modifie pas à l'intérieur les indicateurs, donc vous allez avoir dans les paramètres d'entrée 12, 26 et 9 périodes, ce sont des moyennes mobiles exponentielles. En fait c'est très simple, le MACD en réalité c'est la différence de deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes. Alors moi j'utilise donc la 12, 26 et 9 parce que en fait le standard ou le basique du MACD c'est ces périodes-là. Alors beaucoup peuvent le customiser un petit peu, au lieu de mettre du 12-26, ils vont mettre du 14-19 par exemple, et au lieu de mettre 9 périodes, ils vont en mettre 12 ou 13. Hein. C'est pas mal utilisé dans les cryptoactifs de passer de 9 à 13 ou de 9 à 14 par exemple. Moi je reste complètement basique, pourquoi ? Parce que je veux qu'un maximum de personnes voient exactement la même chose que moi. Et l'objectif sur les marchés financiers, quand on essaye de suivre une tendance, si vous voulez, quels que soient les setups qu'on peut imaginer, ou quelles que soient les prises de position d'investissement moyen-long terme qu'on peut définir ensemble, bah en fait le but du jeu c'est que tout le monde voit la même chose au même moment pour pouvoir amplifier ses hausses et se prémunir de ses baisses, hein, tout simplement. Donc c'est ça, l'idée c'est d'associer en fait entre deux moyennes mobiles exponentielles plus courtes, appelées la ligne de signal, sur une base de 9 périodes, et qui permet en fait de spéculer sur une dynamique haussière ou baissière. Donc on a des 1 sur un graphique avec des courbes, des bougies bleues et des bougies rouges, enfin bougies vertes pour vous, moi c'est bleu, vous allez en fait définir des tendances de prix. Le MACD permet en fait de donner une dynamique tout simplement à la tendance. Hein. Ce n'est pas une dynamique de prix, c'est une dynamique de tendance. Et en fonction de la time frame que vous allez avoir, que ce soit sur du weekly, moi j'utilise beaucoup le weekly et le daily, vous allez voir des choses complètement différentes. Pourquoi ? Parce que le MACD est borné. Hein, entre deux bornes, c'est moins 1000 plus 1000, je crois que ça n'a jamais vraiment été décorrélé. Ça reste des moyennes mobiles exponentielles. Donc ça tend à revenir inlassablement à zéro, bien évidemment. D'accord ? Donc ça, c'est le MACD. Ça permet de délimiter et de définir, je ne peux pas dire anticiper, mais de définir une dynamique de prix, qu'elle soit haussière ou baissière. J'utilise également le RSI. Donc vous avez deux formes de RSI, moi j'en utilise deux, soit la 21 période que je préconise, soit la 14 période qui est extrêmement utilisée. Le RSI c'est extrêmement simple, ça a été conçu par Well Welder, c'est un indicateur en fait de suivi de vitesse de prix ou de volume, basé sur le volume. Donc c'est bordé de 0 à 100. Et ça permet en fait tout simplement de déterminer la force d'un mouvement au niveau de la dynamique interne. Hein, c'est vraiment un indicateur de force. Donc plus le RSI, on va utiliser celui-là, ce sera très simple. Hein. Hop, ça c'est le RSI 14 complètement basique. Hein. Vous allez sur pareil, indicateur, et vous mettez
RSI, tout simplement, Relative Strength Index. Et vous allez chercher, en fait, il est tout le temps borné, de 0 à 100, tout simplement. Derrière, il tend à aller toujours vers 0. Okay. Plus on est haut dans le RSI, donc plus le mouvement est fort mais à la hausse, plus on est bas, plus le mouvement est fort à la baisse. C'est clairement un indicateur de force du mouvement. Et à l'intérieur, on peut en effet en délimiter des structures, des W-bottom comme des M-top par exemple, pas très bien fait celui-là, ou comme des M-top par exemple. Et c'est comme ça aussi qu'on peut utiliser le RSI. Beaucoup l'utilisent également avec des trendlines. On peut également tirer des trendlines sur une RSI en attendant donc une cassure, ce qu'on appelle un break d'une trendline, en attendant une structure derrière cette trendline, généralement des W, des double bottom, pour poursuivre en fait et donner encore plus de force à ce mouvement, ce qui donne en réalité des hausses très fortes, et notamment sur le Bitcoin, mais sur d'autres actifs également, bien évidemment. D'accord ? Donc je répète, MACD, c'est la dynamique interne d'un mouvement, soit une dynamique haussière, et on structure également des choses sur le MACD au même titre que le RSI. On peut y délimiter des W, des double bottom, ou des M-top, d'accord, des énormes M-top, tout simplement. Donc on fera bien attention, par exemple ici je voulais tracer, mais c'est pas vraiment un M-top. Pourquoi ? Parce que la jambe suivante est plus basse que la précédente. Il sera important d'attendre des vraies structures, en tout cas que moi j'utilise sur les vidéos des rois du Bitcoin, pour donner en fait une impulsion et un retour d'une dynamique. Donc actuellement, à l'heure où je vous parle, je vais passer en weekly sur le Bitcoin. Actuellement, la dynamique soit elle est haussière, soit elle est baissière, et jusqu'à preuve du contraire, actuellement, la dynamique est haussière. Elle est haussière depuis quand ? Depuis qu'en fait on a breaké avec cet énorme W en weekly, juste ici, la dynamique est devenue haussière. On a structuré un nouveau énorme W dans un W totalement haussière et on a closé au-dessus des derniers ATH qui étaient de 2017, complètement bullish. Ensuite, on attendra des structures de retournement pour en fait remettre une dynamique de prix, mais plutôt baissière à cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on attendra ? Tout simplement des énormes structures en M-top. Et actuellement, on est tout simplement en train de contracter à l'heure où je vous parle. Donc on est en février 2022. Actuellement, la dynamique interne du Bitcoin en weekly, donc sur le long terme, est haussière, tout simplement. Alors qu'on voit qu'on est relativement bas, on était proche des 34 000 $ il y a encore quelques jours, mais la dynamique ne nous permet pas en fait d'identifier éventuellement une hausse prochaine et un retour de la hausse de prix sur le Bitcoin, pas du tout. On peut continuer en fait à chuter très très fort au niveau de notre MACD et de nos indicateurs techniques pour derrière délimiter effectivement une énorme structure de retournement très long terme, tout simplement. Et là, on repartira éventuellement en bear market, etc., etc. Voilà sur le côté du MACD et du RSI. On continue. Alors, j'utilise aussi le RSI by Socrate, mais c'est dans une précédente communauté, il y a 4 ans de cela que j'avais découvert ça. C'est un membre qui avait partagé ses indicateurs, c'est un peu customisé, vous le retrouvez également, pareil, dans les indicateurs techniques. Je l'ai utilisé en 21 périodes, c'est pour avoir les deux différentes, 21 et 13 périodes que vous avez vues juste en bas. Et puis derrière, on peut également structurer des W, etc. Et ça me donne en fait des divergences potentielles en rouge ou en vert, et parfois en bleu aussi, si on se met en daily, on voit aussi en bleu. C'est une habitude, c'est pas du tout obligatoire, mais on voit qu'il y a des jolies divergences, des fois on casse en dessous, on structure des choses très très vilaines, mais on essaye un petit peu de garder l'espoir actuellement sur le Bitcoin, mais jusqu'à preuve du contraire, notre dynamique reste haussière. Donc ça c'était également côté RSI. On parle de l'OBV. Alors l'OBV, c'est un peu différent, mais c'est un très très vieil indicateur. Ça existe depuis les années 60. Ça a été considéré comme un indicateur révolutionnaire, un peu la martingale que tout le monde recherchait à l'époque. C'était un peu les ères folles des marchés financiers avec Wall Street, et puis 10 ans plus tard le loup de Wall Street, etc. Donc c'est un grand trader qui l'avait créé. Concrètement, en fait, il est utilisé actuellement par des traders professionnels, donc c'est ça aussi qui est intéressant, pour compléter des analyses et faire du trading dans le but de calculer des momentum. Alors ces momentum-là permettent en fait de délimiter par rapport à un calcul de volume, de savoir si les capitaux rentrent dans le marché ou sortent du marché, et prévoir en fait des retournements de tendance. Par exemple, ici, je vous le montre en weekly, c'est très très intéressant. Hop, juste ici, vous aviez en fait une baisse du momentum. D'accord, l'OBV était en train de descendre. Et en fait, ça peut anticiper une baisse du prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord ? Donc, ça n'existe pas. Ça peut très bien se retourner et repartir très fort à la hausse. Et ici, c'est exactement la même chose qu'on avait vu le crash de 2020, de mars 2020. Ou pareil, pour un retournement au niveau du bear market. Vous avez structuré des M-TOM sur le BFE. Les capitaux sont sortis très, très massivement. Mais ils ne sortent pas du jour au lendemain. Les cracks sans précédent, c'est pas du jour au lendemain.
même si on peut l'imaginer sur le crack Covid, un peu le 12 mars qui était un petit peu noir pour ceux qui s'en rappellent et pour ceux qui étaient, on a eu des structures de marché en délit, des retournements de tendance, et ça a été ravalé en 60 jours. La bougie a été ravalée en 60 jours. Ok, on n'a même pas clôturé le mois en dessous des précédents lots. Donc pour le coup, c'était vraiment un chèque-out pour sortir énormément de levier. Mais revenons sur l'OBV. Il est également, cet OBV, utilisé dans la technique pour mesurer la pression de l'achat et de la vente. Donc c'est un indicateur cumulatif dont la méthode de calcul est basée sur en fait 3 règles fondamentales. Première règle, c'est le prix de clôture du jour est égal au prix de clôture de la veille. Donc l'OBV ne change pas. Et si le prix de clôture est en hausse par rapport au prix de clôture de la veille, alors le volume change du jour et additionné à l'OBV. Vous comprenez? Et si le prix de clôture en baisse est par rapport au prix de clôture de la veille, alors le volume du jour est soustrait de l'OBV et ça permet en fait d'avoir ces oscillations. Ok, ça fait des petites oscillations. Pour le commun entre guillemets des investisseurs, on ne l'utilise pas forcément comme du billet momentum, on essaye juste de calculer par rapport, comme c'est corrélé au volume, moi j'ai rajouté un indicateur de volume ici, mais vous pouvez le retrouver exactement pareil ici sur le niveau du prix. Okay, vous voyez ici j'ai juste rajouté un volume, c'est juste que j'aime bien le coupler, je vois effectivement que le volume est décroissant et que l'OBV est décroissant. On peut comprendre de façon raisonnée qu'actuellement les capitaux sortent du marché. Okay. Néanmoins, à partir de 2019, février 2019, les capitaux sont re-rentrés dans les marchés. Et c'était intéressant ici de suivre la tendance parce que ce sont des capitaux sur le spot, sur de l'achat spot par rapport aux investisseurs, aux institutionnels et aux investisseurs des gros portefeuilles, la smart money, les baleines qui vont utiliser ces indicateurs techniques pour en fait toujours anticiper éventuellement des retournements de tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Moi, je l'utilise comme des rentrées et des sorties de capitaux massives de smart money, tout simplement. Ok, mais on y reviendra très longtemps. Vous avez énormément d'informations énormément d'informations sur le BV, sur Internet, sur beaucoup de vidéos YouTube, bien évidemment. On a fait le tour sur ces premiers indicateurs techniques, on continue avec un autre indicateur qui est très important. Je vais aller le chercher juste ici. Hop, ça s'appelle le Williams R. Alors, le Williams R, c'est extrêmement intéressant. C'est pareil, c'est un momentum un petit peu comme le MACD, c'est un oscillateur, un momentum et un oscillateur. C'est Larry Williams en fait qui l'avait créé, qui lui a donné son nom. Et son fonctionnement en fait, il est très proche de celui du RSI et il est très utilisé pour définir des zones d'achat et de survente. Donc des zones de surachat, d'absurdité de surachat et d'absurdité de survente. En fait, c'est un indicateur qui est toujours borné comme le RSI de 0 à 100 et on évalue les volumes de surachat de 0 à moins 20 et les zones de survente de moins 80 à moins 100. Il est aussi généralement utilisé sur 14 périodes. Je l'ai utilisé moi sur 13 périodes parce que comme les marchés crypto sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a des petites différences de calcul en fait qu'on peut éventuellement ajouter dans nos indicateurs techniques, mais beaucoup l'utiliseront bien sûr en 14 périodes ici et moi je l'ai en 13 périodes ou 21 périodes pour le RSI bien évidemment. Donc je l'ai couplé ce R Williams avec un RSI 21. Donc en somme, vous pouvez faire exactement la même chose que moi, comme ça vous voyez exactement la même chose que moi, je vous le montre. Ici, R Williams 21 périodes, tout simplement, et je l'ai rajouté à une EMA 13. Oui, pardon, 21 périodes et non pas 14, et une EMA 13. Ici, c'est une moyenne mobile, tout simplement. Ok. Donc derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque notre petit RSI 21 est en dessous, en fait, et crosse les moins 80, passe en dessous, on dit qu'on est dans une situation absurde de survente. Et donc, ça veut dire que c'est peut-être un bon moment d'acheter, indirectement. Vous voyez, c'est qu'il y a trop de vendeurs et qu'en fait, les whales peut-être aspirent, entre guillemets, les tokens que nous vendons dans la peur et dans la capitulation. Et quand ils se trouvent au-dessus de la borne des 20, donc à plus 20, moins 20 à 0, pardon, à ce moment-là, on dit que notre Williams est dans une absurdité de surachat. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'achats sur ce marché. On voit vraiment des bougies mais incroyables qui viennent se placer ici, qui restent très très forts ici. Donc Williams peut rester très fort en absurdité de surachat. Ça ne veut pas dire que dès qu'il arrive dans le surachat, vite faut vendre. Non, pas du tout. Il peut y rester très très longtemps. On attendra des structures de retournement, comme on l'avait évoqué juste avant, des M-Top, W-Weekly par exemple.
ou des M-top en weekly ou en daily, pour anticiper des structures de marché en fonction des time frames que nous utilisons au quotidien. Chacun utilisera sa time frame favorite. Certains les utilisent en 14 jours, d'autres en mensuel et d'autres en annuel, pour avoir des vraies tendances de marché, notamment sur les indices, par exemple. Mais c'est un excellent indicateur pour dire, ok, là je peux peut-être commencer à encadrer des investissements, et ici je peux peut-être commencer à encadrer des take profits ou des prises de profit massives sur mes investissements. Okay. Et le cours ne fait que réagir, tout simplement. Il oscille en réalité. Il n'est jamais complètement linéaire, ça monte jamais jusqu'à la lune sans s'arrêter. Jamais, ça n'existe pas. Et on peut en fait s'imprégner et utiliser ces indicateurs techniques pour faire une seule chose, encadrer des décisions d'investissement ou des décisions de prise de profit, tout simplement. On continue. Elle durera pas très longtemps cette vidéo, ça va être cool. Moi j'utilise aussi beaucoup dans les vidéos d'héros du Bitcoin Coinalyse. Alors Coinalyse, ça me permet en fait de vous partager l'order flow, tous les mouvements de capitaux qui va intervenir au sein du marché crypto, et notamment au sein du marché Bitcoin et du Bitcoin. Okay, j'utilise 4 choses. Le premier, c'est les liquidations et des pics de liquidation qui ne sont pas forcément véritables, puisque Binance, qui est le premier échange aujourd'hui mondial avec plus de 70% d'utilisateurs à l'heure où je vous parle, on est en février 2022, c'est 70% des traders et des investisseurs qui sont sur Binance. Malheureusement, Binance, depuis plusieurs mois, voire années maintenant, je ne me rappelle plus si ça fait plus de... Mais c'est pas très très grave, dans le sens où il ne fournit plus l'exactitude de ces datas. Bien évidemment, les secrets sont toujours bien gardés, mais ça nous permet quand même d'avoir des oscillations malgré en fait la faible pertinence des données que nous avons. Par exemple, quand vous avez des bougies de capitulation et que vous voyez ici moins 72 millions de liquidations de longues, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais partez du principe qu'il y en a peut-être 7 fois ou 8 fois plus, tout simplement. Donc en réalité, le montant nous apporte peu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les oscillations. Comment se comportent les capitaux au niveau de leur flow au sein de ce marché crypto. C'est ça qui nous intéresse. Les montants ne nous intéressent pas, tout simplement. Si on a toujours la même erreur de calcul, en fait, ça va se répéter dans le temps et on aura en fait une exactitude de flow, tout simplement. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'utilise donc ça, mais bon, on a plein de sites internet qui utilisent ça. Je vais vous en montrer un d'ailleurs, c'est Bybit, qui permet en fait de centrer en fait l'intégralité des liquidations qu'il y a sur les échangeurs. Donc on peut regarder ensemble. Sur les dernières 24 heures, par exemple, il y a eu, étonnant, il y a eu plus d'Ethereum qui ont été liquidés que de Bitcoin, comme quoi. En termes de... Ah oui, mais en termes de montant et non pas en termes de valeur. Ah si, en termes de valeur, c'est rare pour le coup, donc 47 millions, donc on voit que ça range, ça fait pas grand chose actuellement, mais on peut partir du postulat que ces informations ne sont plus bonnes au niveau de Binance. Moi je crois pas qu'il y ait eu plus, entre guillemets, comme ça ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant, il n'y a pas eu autant en fait de liquidation sur OKEx que sur Binance, c'est littéralement impossible, puisqu'il y a 20 ou 30 fois plus ou 40 fois plus de personnes sur Binance que sur OKEx. Tout simplement. Donc on utilise, ça me permet aussi de faire une petite parenthèse par rapport à ça, par rapport à ces indicateurs techniques et ces sites un peu qu'on utilise et qu'on s'imprègne pour aller anticiper ou essayer de pas forcément prédire, mais de rationaliser des prises d'investissement. Partez du principe que toutes les datas sont fausses, mais par contre les oscillations peuvent être prises en considération. Donc ça, c'était une première chose. En plus, j'utilise le funding. Le funding, c'est assez simple. En fait, c'est le prix des dérivés. Quand le funding en fait est positif, comme vous voyez les petites bornes vertes ici, donc je le customise toujours un peu, mais vous pouvez après faire un peu ce que vous voulez dans le style, etc. D'accord, vous avez toutes les informations, c'est comme TradingView, c'est exactement la même chose. Donc on dit que quand le funding est positif, ça veut dire qu'il y a majoritairement des acheteurs sur ce marché qui achètent à levier. Donc plus il y a d'acheteurs qui vont emprunter de l'argent pour acheter du Bitcoin et pour le long en fait, pour l'acheter à levier avec des leviers x2, x3, x5, x10, x25, en fait ça coûte plus d'argent. S'il y a plus d'acheteurs, ça coûte plus d'argent. S'il y a beaucoup de personnes qui vont à la banque pour demander de l'argent, automatiquement les taux d'intérêt vont monter. Et ces taux d'intérêt en fait sont d'autant plus calculés que s'il y a des personnes qui veulent acheter massivement ce marché, et ceux qui veulent vendre à découvert ce marché, paieront quasiment rien, voire gagneront de l'argent, c'est des petites fractions de pourcentage, mais gagneront de l'argent pour shorter le marché, pour vendre à découvert le marché. Donc là on voit actuellement que ça oscille, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu du rouge comme ça. Donc je suis en délit, mais il y avait eu des grosses pics par rapport à la réaccumulation de wealth que vous aviez vécu pendant l'été dernier. C'était l'été 2021. Donc on voit ici que le funding était largement négatif. Donc en fait, beaucoup de personnes shortaient ce marché. C'était juste ici. Il y avait beaucoup de leviers de vente. Bitcoin à 20 000, Bitcoin à 20 000. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là. Donc ici, on commence à voir qu'il y a une nouvelle un peu forme de capitulation où les gens ne veulent plus voir ce marché monter. Et on commence à voir du funding qui est négatif. C'est-à-dire qu'il y a majoritairement
à la fois des acheteurs et à la fois des vendeurs. Ça oscille actuellement, on est dans une neutralité, c'est passé un petit peu plus dans les shorters ces derniers jours. Donc c'est clairement ce qu'on va regarder dans les rois du Bitcoin pour éventuellement dire, ok, est-ce qu'on a vraiment une autre capitulation? Est-ce qu'il y a suffisamment de vendeurs ou d'acheteurs agressifs qui sont sortis de ce train? Est-ce qu'on va pouvoir retourner le marché ou pas? Et là, on peut éventuellement anticiper ou commencer à réfléchir, à se poser, parce que vous savez, chez les rois, on a le temps de se dire, c'est peut-être un bon moment pour commencer à prendre des positions d'achat tout en lissant nos achats vers le bas. Ok, on ne met jamais all-in ou l'intégralité d'une position qu'on avait convenue sur un même point d'entrée. On prend des zones de prix et des zones de prix d'achat ou des zones de prix de vente et on vend doucement à la hausse et on achète doucement à la baisse. C'est comme ça qu'on fonctionne sur l'investissement moyen-long terme et c'est la stratégie que moi j'utilise depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats tout simplement sur le moyen-long terme. On utilisera également un agrégat sur l'open interest. L'open interest, c'est l'intégralité des positions sur les contrats futurs qui sont ouverts. Donc vous avez deux choses qui sont différentes. Vous avez le spot. Le spot, c'est des vrais bitcoins que vous allez acheter sur le marché, que ce soit sur les enchères ou en ETC, mais vous avez généralement sur Binance, sur Coinbase ou sur Bybit ou FTX, je ne sais pas trop, pour aller chercher vos bitcoins, et ça vous les mettez sur un wallet, c'est du spot. Et il y a une deuxième façon d'acquérir ou de parier, si vous voulez, sur le bitcoin sans en détenir réellement, c'est d'aller sur les contrats futurs. Ce sont ce qu'on appelle des contrats perpétuels, notamment sur les cryptoactifs et sur plein d'autres choses, bien évidemment. Mais ça coûte tout simplement moins cher de frais, généralement, de passer un contrat, plutôt que d'aller chercher votre bitcoin et vous payer les frais de transaction, les frais de détention, etc., etc. Donc un peu moins cher sur les futurs. Et on a la possibilité, sur ces contrats futurs, de faire ce qu'on appelle des effets de levier. On peut, par exemple, dire, moi, je ne veux pas acheter pour $1000, je veux acheter pour $10 000, mais en investissant que $1000. En somme, vous allez multiplier par 10 votre potentiel de gain. Mais vous allez multiplier par 10 aussi votre potentiel de risque de perte. Et à ce moment-là, on appelle ça des liquidations, tout simplement, de position. Donc si vous avez fait un levier x10, ce que je ne conseille absolument pas de faire et ce que je ne préconise absolument pas de faire sur les marchés financiers, notamment crypto, c'est de faire des leviers parce que la volatilité des marchés est telle qu'on se fait exploser la tronche quotidiennement. Et là, il y a énormément de personnes, plus de 10 milliards là, depuis 10 milliards de dollars qui sont partis dans les poches des échanges et qui sont retournés à la case des bars et en ruinant pas mal de personnes malheureusement qui étaient probablement surexposées, qui peut-être ne pouvaient pas se permettre malheureusement de perdre cet argent. Faites donc très attention et renseignez-vous bien avant de faire ces perpétuels. Néanmoins, on les utilise, nous, chez les rois du Bitcoin, pour définir en fait les positions qui sont actuellement et les contrats qui sont actuellement ouverts sur les échangeurs. Donc c'est très intéressant qu'on voit en fait que là, on voit de plus en plus de contrats s'ouvrir. En somme, ces baisses ou ces hausses sont plutôt gérées par des dérivés. Donc c'est pas de l'achat spot, c'est pas du vrai achat de Bitcoin, de la vraie vente de Bitcoin. Même si parfois on a des pics et des liquidations qui sont assez fortes et qu'on voit très bien sur le spot. Mais on utilise ça pour dire est-ce que ce marché est suffisamment ou pas leveragé pour faire un retournement de tendance ou pas. Est-ce qu'il y a plus de short ou plus de long, et ça permet en fait d'aller chercher des poches de liquidité et d'essayer de définir un objectif de prix pour un take profit ou pour un rachat, pour dire que s'il y a beaucoup d'acheteurs dans le train, en fait, on dit ok, ça va monter parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans ce train, mais à un moment donné, peut-être que les market makers et la smart money vont les liquider et on va avoir des flushs de marché et des grosses bougies rouges comme vous voyez juste ici. Et c'est exactement ce que vous retrouvez là, par exemple, d'accord? Vous voyez que ça baisse très très fort. Et là, ça baisse très très fort, donc on liquide beaucoup de personnes. Ensuite, j'utilise le relation long-short. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est que sur Binance que j'ai récupéré ça. Je pense que c'est que sur Binance. Et là, vous voyez qu'actuellement, il y avait énormément d'acheteurs, donc les longs ici, c'était plus de 80% de longs et 20% de short, et là on a eu un petit flippening, donc on voit qu'il y a plus de vendeurs à court terme, je suis en daily à court terme, qui se sont mis sur le marché, donc ce sont des comptes actuellement ouverts en levier, que ce soit des forts leviers ou pas forts leviers, actuellement sur les contrats perpétuels de Binance. Voilà pour ça, mais on y revient très très régulièrement. Et ensuite, en dernier, vous avez le spread. Le spread, en fait, c'est la différence de cotation entre le prix spot et les contrats perpétuels. Donc actuellement, on voit que les spreads sont négatifs. Généralement, quand les contrats sont négatifs, ça veut dire que sur les contrats internes, généralement à 3 mois, en fait, la smart money, les gros portefeuilles sont plutôt pessimistes sur l'avenir. Et il est dit que parfois, c'est dans le pessimisme et dans la peur qu'on pose des bottoms de marché, qu'on fait des rallyes au printemps et on est pile au mois de janvier. Donc généralement, au mois de janvier-février, on pose des bottoms au hiver et on fait des magnifiques rallyes au printemps. Tout simplement. Voilà pour ça. Je finirai avec notre ami The Kingfisher, qui est aussi beaucoup utilisé. Ça, c'est pour juste chercher des clusters de liquidation. Très simple, c'est complètement gratuit, The Kingfisher. N'hésitez pas à aller regarder. Vous l'avez sur FTX, sur Geribit et sur Binance, bien évidemment. Et ça vous donne en fait des clusters de liquidation. Vous voyez, tout à l'heure, on regardait juste ici au niveau de l'open interest. Donc cet open interest, tous ces contrats ouverts là, avec les ratios, avec le funding, avec les ratios long short, vous allez le retrouver ici,
tout simplement. Et vous voyez qu'il y a beaucoup encore de clusters de liquidation moyen terme, long terme, j'ai envie de dire, mais moyen terme, de liquidation d'acheteurs. Donc tout ce qui est à gauche, c'est des acheteurs qui sont en levier. Donc si vous avez acheté ici à 33 000 $, partez du principe que toutes les petites bougies que vous voyez ici, là, les petites mèches que vous voyez ici, c'est peut-être des leviers x50, x20, x30, x10, x15, x2. Okay, et tout ce que vous avez là, c'est plutôt du short, des vendeurs sur les contrats à terme, d'accord, sur de la vente à découvert. Donc là, vous avez les x50 ou x100, et ici, vous avez les x30, les x25, les x10, les x5 et les x2. Ok. Donc plus on s'éloigne, et plus en fait le levier est petit, mais vous avez un agrégat en fait de positions. On les a probablement pas tous, ok. Je peux parfaitement le comprendre, mais par exemple, juste ici, vous voyez qu'il y a un sacré cluster. Je suis actuellement sur FTX et vous avez 300 millions de dollars de clusters de liquidation d'acheteurs. Et on dit que généralement, le marché se fait un plaisir d'aller chercher ses poches de liquidité. Et quand on regarde avec un seul œil, sans regarder nos indicateurs techniques, les charts, etc., ou l'analyse technique pure et dure, même si le fondamental existe également, on peut imaginer qu'il y a plus d'acheteurs à aller liquider, donc le prix pourrait plus baisser que de monter sur ce simple indicateur technique. Ça nous permet en fait de gommer certains biais psychologiques ou, à l'inverse, nous donner ce qu'on appelle des biais de confirmation. Ça, c'était super intéressant. Je finirai aussi sur ça parce que j'aime bien vous montrer Binance Future. On parlait des contrats perpétuels, mais malheureusement, le marché crypto est aujourd'hui beaucoup leveragé. C'est beaucoup utilisé sur des leviers, sur des contrats futurs, etc. N'empêche pas moi que fondamentalement parlant, on commence à de plus en plus sortir des tokens et des bitcoins de nos échangeurs, donc qui permet en fait de produire ce qu'on appelle une rarification de l'offre, puisque le bitcoin est une monnaie numérique ou un protocole de monnaie numérique déflationniste, puisqu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'on joue sur les marchés et sur nos échangeurs avec 13% des bitcoins en circulation, et Binance, même moins que ça maintenant, me semble-t-il. Pour le coup, c'est encore beaucoup sorti depuis quelques mois. Donc on va jouer à peu près avec 10% des jetons en circulation sur l'intégralité des échangeurs, ce qui est en fait très très peu. Donc les mouvements à la baisse peuvent être corrélés en fait, voire explosifs à la hausse, bien évidemment, puisque moins vous avez de jetons pour pouvoir parier ou pour pouvoir acheter vos bitcoins directement sur le marché spot, plus vous allez avoir une demande et plus ça va être explosif et le prix va s'envoler. C'est ce qu'on appelle aussi des phénomènes de climax run. Certains parlent de alt césante, moi je parle de climax run. Ce sont des envolées exponentielles extraordinaires que vous avez sur le prix des actifs, et généralement ça traduit des pics de volatilité extrêmement important. Donc voilà pour ça. Donc là, on voit par exemple que sur Binance, sur les datas que nous avons sous les yeux, vous avez 3 milliards en montant en leverage. Alors 3 milliards, c'est pas que des acheteurs ou que des vendeurs, c'est les deux. C'est un magma des deux. Et puis juste en dessous, vous avez des ratios. Et on voit d'ailleurs que les top traders long short ratio par rapport au compte est passé majoritairement short ici. Bon, pourquoi ? Parce qu'on arrive sur un haut de range par rapport au Bitcoin actuellement. Donc ça nous permet tout simplement d'analyser tout ça, de prendre du recul, prendre du temps, discuter ensemble. C'est des indicateurs que j'utilise quotidiennement, entre midi et 2 quand j'ai un petit peu de temps, et j'utilise comme biais de confirmation pour pouvoir encadrer un investissement. Donc là, vous voyez par exemple ici, je vais prendre le ratio long short, je vais mettre en daily, vous allez tout de suite comprendre. Vous imaginez bien que ici, lorsqu'il y avait en compte, vous avez 79 et en short compte, vous avez 20,91. Okay, vous imaginez qu'il y avait 80% des comptes sur Binance, c'était le 5 janvier, étaient majoritairement à l'achat, en levier d'achat. Ok, on va le reprendre juste après. Donc le 5 janvier, 80% à l'achat. Et aujourd'hui, vous avez 57% en short, donc de vente à découvert, et 42% d'acheteurs à découvert, donc d'acheteurs à levier, de longue en réalité. Donc on va regarder entre le 5 janvier et le 1er février, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin. C'est assez simple. On va le prendre ici tout simplement. Hop, je vais me mettre en daily, on le verra très bien. Donc on y va, 1er février. C'était ici le 5, voilà, on était là, ici, donc il y avait encore beaucoup d'acheteurs, et on va chercher les acheteurs, les pics de liquidité, tout simplement. Et maintenant qu'on est ici, on voit qu'il y a beaucoup plus de vendeurs, parce que les gens ne veulent plus voir ce truc monter, ils veulent voir le prix descendre, donc ce qui permet en fait d'avoir des nouveaux rallyes haussiers, tout simplement, et de jouer la contre-tendance sur des indicateurs techniques. C'est à peu près tout ce qu'on utilise. On utilise aussi un petit peu Glassnode, d'accord, mais ça je le fais de façon très assez exceptionnelle, parce que je l'utilise plutôt pour prendre du recul sur la partie psychologique et sur la psychologie des marchés financiers, et puis j'ai fait le tour. Voilà, tout simplement.
Merci à toutes. Ah oui, peut-être non, dernier un truc. Aussi, on utilise ça, mais pareil, de façon un peu périodique, ce sont les options. Beaucoup d'institutionnels et beaucoup de la smart money utilisent des options pour dire se protéger ou pour se hedger, couvrir leur capital et couvrir leur position. Un énorme portefeuille ou une banque ne va pas acheter du bitcoin à 35 000 $ et puis croiser les doigts en attendant qu'il monte à 100 000 $. Hein, c'est pas trop comment c'est pas comme ça qu'ils font. En réalité, ils vont capter des toutes petites oscillations de marché en entendant utiliser massivement des dérivés et ils ne passent leur temps qu'à se couvrir. Et ils utilisent notamment des options. Vous pouvez même vous de votre côté les utiliser. Il faut bien se renseigner avant d'utiliser ce type de produits financiers. Quand vous achetez des options, des contrats futurs, des contrats perpétuels, etc., et vous faites des paris sur les dérivés, vous n'avez pas des bitcoins en votre possession. Ok ? C'est pas du tout le cas. C'est vous spéculez sur un actif avec des sous-jacents. Donc là, par exemple, les options, on peut les voir, les dernières grosses options qu'il y a. Donc il y en avait des énormes, généralement c'est le 31 décembre. Il y avait plus de 100 000 bitcoins leveragés sur les options. Et il y avait un strike price aux alentours des 100 000 $. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de smart money avaient misé et parié il y a plusieurs mois en avance sur un bitcoin à 100 000 $ au 31 décembre. C'est pas du tout ce qui s'est passé, oui, mais ça permet aussi de se dire où se trouve et où est positionnée la smart money, où est positionné les gros portefeuilles. On va aller par exemple sur Mars, mais vous allez voir que sur ce site, c'est connu, sur strike.com, vous les avez en fait à chaque fois qu'ils se libèrent. Donc les prochains, je crois que c'est septembre. Ah non, même décembre maintenant, 30 décembre 2022, formidable. Il y en a quelques-uns déjà, 3000 bitcoins en open interest. Ouais, à peu près 4000, 5000 bitcoins déjà en open interest. Là, au 31 décembre, il y en avait plus de 100 000, 120 000, je crois. Donc actuellement, vous avez un max paying price jusqu'à la fin du mois, donc c'est le 25 mars, dans 2 mois, pardon, à 45 000 $, et un strike price de 50 000 $ côté acheteur, donc ceux qui achètent des options, et 30 000 $ pour les vendeurs, pour ceux qui veulent se couvrir. En somme, si vous pariez à la hausse sur le bitcoin, je vous dis une bêtise, vous achetez à 34 000 $ ici. Vous achetez ici. Et en fait, si jamais ça part à l'envers, si ça part dans l'autre sens de votre mouvement, vous allez prendre en fait des options de vente pour vous dire que mais je suis certain de pouvoir vendre du bitcoin à 30 000 $. Et vous couvrez le portefeuille comme ça. C'est l'avantage des options, mais attention, vous vous renseignez bien si ça vous intéresse, mais il y a des sites maintenant qui existent dans ce sens-là et qui permettent en fait de faciliter l'acquisition même pour les particuliers sur les marchés des options. Vous trouverez beaucoup d'influenceurs qui vous disent que vous avez un point d'avance ou vous avez une longueur d'avance si vous utilisez des options. Pas du tout. C'est pas des options que par rapport à vous avez vous n'êtes pas plus intelligent parce que vous utilisez des options. Vous n'avez pas une longueur d'avance sur le public si vous utilisez des options. Vous avez surtout une longueur d'avance si vous protégez votre capital. Quel que soit l'outil que vous allez utiliser. Moi, j'utilise les leviers de short notamment et de vente à découvert sur les marchés, ça c'est sur les perpétuels. D'autres utiliseront les options. Mais vous avez énormément d'outils pour pouvoir se couvrir. D'accord ? C'est pas les options, c'est mieux qu'autre chose. Il y a des plus et des moins partout. Renseignez-vous bien là-dessus. Donc je finis mon explication, on finira la vidéo là-dessus. Si vous achetez du bitcoin à 34 000 $, mais que vous avez peur en fait de perdre énormément d'argent parce que ça part à l'envers, parce que ce sont des baleines malheureusement qui se battent contre des baleines, ou heureusement j'ai envie de dire. Et on a l'impression que c'est manipulé. Non, mais c'est des baleines qui se fracassent entre elles, parce que c'est des très très gros montants aujourd'hui sur les cryptoactifs. C'est beaucoup plus liquide qu'avant, mais la volatilité des marchés est toujours assez impressionnante sur les cryptoactifs, puisque ça ne représente que 2% à peu près des marchés, notamment du S&P 500 aujourd'hui. Donc c'est très très petit encore. On est vraiment au début de quelque chose, même en 2022, alors que ça fait maintenant 13 ans que le Bitcoin existe. On va protéger en fait son capital à 30 000. Ça veut dire que si le Bitcoin vous en avez acheté à 34 000 mais il se retrouve à 10 000, et vous êtes certain de pouvoir vendre vos bitcoins, une grosse partie des bitcoins. Il faut des gros montants quand même d'argent, c'est assez important. Je crois qu'à chaque fois c'est pour 100 bitcoins me semble-t-il. Sur les options, enfin sur les options un peu institutionnelles, c'est minimum 100 bitcoins. Et vous allez prendre en fait ce qu'on appelle la différence, tout simplement. Et vous allez en fait vous couvrir, vous allez perdre beaucoup d'argent peut-être sur le marché spot, mais vous allez gagner beaucoup d'argent pour couvrir votre portefeuille et vous conserverez vos bitcoins. L'objectif des institutionnels aujourd'hui en se couvrant, c'est de capturer un maximum de bitcoins. Voilà, quand vous avez l'offre, vous avez ce que vous voulez, tout simplement. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Ceux qui ont des bitcoins, demain auront le pouvoir. Donc gardez vos bitcoins et n'achetez pas forcément sur les marchés des dérivés. Couvrez-vous sur les dérivés, mais achetez des vrais bitcoins, achetez des vrais cryptos. Parce qu'il n'y a que ça qui prime, et mettez-le bien sûr en sécurité, soit sur des petites clés, des clés cryptographiques type Ledger, c'est une entreprise française notamment dans la France, où vous avez plein d'autres astuces ou plein d'autres wallets digitaux pour pouvoir protéger vos crypto-monnaies. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.